Nous sommes désormais 8 milliards sur Terre. La population mondiale devrait encore augmenter avec une stabilisation à la fin du siècle selon les estimations de l'ONU. Le sommet du G20 s'est ouvert ce mardi à Bali. L'ensemble des dirigeants présents souhaitent publier un communiqué condamnant l'agression russe de l'Ukraine. Dans la ville de Kherson, tout juste libérée, les infrastructures énergétiques ont été complètement détruites. Les habitants se débrouillent comme ils le peuvent. Il a fallu des millions d'années pour que l'humanité atteigne le seuil du milliard d'habitants au début du 19e siècle. Puis en plus de 200 ans, la population mondiale a augmenté pour atteindre 8 milliards d'individus cette année selon les estimations de l'ONU. L'augmentation de la population mondiale va donc se poursuivre au cours des prochaines décennies. Le phénomène de transition démographique explique cette hausse, selon le professeur Ariane Gyoncha de l'Université de Londres. Il s'agit d'une augmentation des naissances qui se mêle à une espérance de vie de plus en plus élevée. Et même si les femmes ont de moins en moins d'enfants, notamment dans les pays développés, le nombre d'êtres humains sur Terre continue d'augmenter car la population vit plus longtemps, explique-t-il. D'après les projections, 15 années seront nécessaires pour atteindre les 9 milliards d'habitants aux alentours de 2037. L'ONU projette un pic à 10,4 milliards dans les années 2080 et une stagnation jusqu'à la fin du siècle. D'ici 2050, plus de la moitié de la population mondiale viendra de 8 pays d'Afrique et d'Asie qui concentrent déjà une forte pauvreté. La croissance démographique pose également la question de l'impact de l'homme sur l'environnement et la gestion des personnes âgées. La protection sociale est un problème auquel la plupart des pays européens sont confrontés. Qui va s'occuper de ces personnes âgées? Même lorsque la tradition veut que les familles s'occupent d'elles, il n'y a plus beaucoup de familles. Par exemple, la Chine est confrontée au fait qu'il n'y a pas de frères et de sœurs et que le couple finit par s'occuper des personnes âgées. Dans les 30 prochaines années, la Terre comptera déjà 700 millions de personnes en plus, notamment en Asie et en Afrique. Et en Europe, la population devrait commencer à diminuer d'ici 2050. À cette période, un Européen sur 4 aura 65 ans ou plus. C'est un sommet du G20 sous haute tension qui s'est ouvert ce mardi à Bali. Les dirigeants des 20 économies les plus développées du monde se retrouvent dans un climat économique et géopolitique tendu. Bien qu'elle ne soit pas au programme officiel, l'invasion de l'Ukraine reste au cœur des débats. Un sujet que son principal responsable, Vladimir Poutine, préfère éviter en annulant sa participation à l'événement. Les autres dirigeants présents restent cependant déterminés à publier ensemble un communiqué qui condamne fermement le conflit. Autre point de tension, la rivalité entre l'Occident et la Chine. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu en marge du sommet principal, notamment entre Xi Jinping et Emmanuel Macron, au cours desquelles plusieurs questions ont été abordées. Vous avez évoqué celui du climat, pour n'en citer qu'un, et sans doute le plus prégnant, mais aussi les crises internationales comme la guerre lancée par la Russie en Ukraine, pour lesquelles le G20 constitue un format approprié. Xi Jinping n'a quant à lui fait aucune mention du conflit dans son discours d'ouverture, appelant plus largement la Russie et la Chine à maintenir leur coopération. Le dirigeant chinois a également rencontré pour la première fois son homologue américain Joe Biden. Au cours de cet entretien très attendu, les deux hommes ont abordé la question de Taïwan, des droits de l'homme et du conflit russo-ukrainien et se sont déclarés prêts à maintenir le dialogue malgré leur rivalité. Un sommet placé sous le signe de la résolution des conflits donc, après 2 ans et demi de pandémie de coronavirus. Créé en 1999, le groupe des 20 ou G20 est un forum intergouvernemental visant à favoriser le dialogue entre les principaux acteurs de l'économie mondiale. Il faut attendre le sommet de Washington en 2008 pour assister à la première réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays les plus puissants. Et justement, en 2008, le monde entre dans une période de turbulence. La crise des subprimes déclenche le plus important séisme financier mondial depuis le krach boursier de Wall Street en 1929. 2008 est aussi l'année de la guerre éclair menée par la Russie en Géorgie. Vladimir Poutine est alors Premier ministre. Le président russe se nomme Dmitri Medvedev. Son homologue américain George Walker Bush va bientôt laisser sa place à Barack Obama.
Depuis son origine, le G20 fait office de plateforme commune pour la gouvernance mondiale. Le groupe réunit les pays du G8, devenu G7, l'Union européenne et les nations émergentes, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. À l'aube du nouveau millénaire, les dirigeants mondiaux veulent empêcher une expansion chaotique des marchés en créant un forum destiné à traiter les questions macroéconomiques, les déséquilibres commerciaux et les tensions géopolitiques. Au centre des débats également, les questions liées au droit, à la société ou à l'environnement dans une économie mondialisée. Le but est de réduire les incompatibilités entre les pays en faisant émerger de nouvelles normes. Mais les intérêts des démocraties s'opposent à ceux des régimes autoritaires, Chine et Russie en tête. Les crises du crédit, de la dette, du climat, la pandémie et maintenant la guerre en Ukraine semblent conduire la mondialisation dans une impasse. Les défis se superposent. Au pouvoir depuis bientôt 10 ans en Chine, Xi Jinping a marqué un tournant en mettant fin à la politique de la porte ouverte initiée par son prédécesseur Hu Jintao. Pour survivre, le G20 va devoir se renouveler alors que la mondialisation est bouleversée par une nouvelle guerre froide et par des antagonismes profonds. Kherson libre, mais terriblement endommagé. C'est le constat que font les troupes ukrainiennes qui découvrent pendant leur progression l'ampleur des dégâts de l'occupation russe. De nombreuses infrastructures essentielles comme l'eau et l'électricité ont été totalement détruites. Les habitants doivent se débrouiller comme ils le peuvent. Au niveau municipal, c'est une catastrophe. Nous n'avons ni eau, ni électricité, ni chauffage. C'est pourquoi nous sommes obligés d'y faire face d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment terrible que les enfants soient confrontés à de telles situations. J'ai 2 jeunes enfants et nous n'avons pas réussi à partir. Mais Dieu merci, nous sommes tous vivants et nos maisons n'ont pas été endommagées. Sur le site de la centrale électrique la plus proche, les techniciens s'activent pour restaurer les systèmes d'alimentation endommagés par l'occupant. Pour le fournisseur national d'énergie ukrainien, ces destructions sont la preuve de l'impuissance des troupes russes avant leur retraite. Après sa visite surprise de Kherson la veille, le président Volodymyr Zelensky a condamné dans son allocution quotidienne la folie destructrice de Moscou. La Russie qui se retrouve de plus en plus isolée sur la scène internationale, avec une 5e résolution contre elle adoptée aux Nations Unies. 94 membres sur les 193 présents ont décidé de tenir le Kremlin pour responsable des décisions et actes qu'elle commet en Ukraine. Une mesure qui ouvre la voie à une traduction en justice de plusieurs hauts dignitaires et personnes impliquées dans le conflit, ainsi qu'une obligation de l'État russe de payer pour les dommages causés. L'Union européenne déclenche de nouvelles sanctions contre le régime iranien. Réunis à Bruxelles ce lundi, les ministres des Affaires étrangères des 27 ont visé des responsables de la répression brutale des manifestations qui secouent le pays. Parmi eux, le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi. Le rôle de l'Iran dans la guerre en Ukraine a également été évoqué par le chef de la diplomatie européenne. Nous insistons auprès de l'Iran pour qu'il cesse de fournir à la Russie des armes utilisées pour commettre des atrocités contre le peuple ukrainien. Il s'agit d'une violation claire de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parmi les 29 personnes visées par les sanctions, figurent également des membres de la police des mœurs de Téhéran qui ont procédé à l'arrestation de Mahsa Amini, décédé lors de sa garde à vue le 16 septembre dernier. Selon l'ONG Iran Human Rights, la répression des manifestations a déjà fait au moins 326 victimes, dont 43 mineurs. Et une première peine de mort a été prononcée contre un manifestant ce dimanche. La police américaine a arrêté lundi l'auteur présumé de la fusillade qui a eu lieu la veille sur le campus de l'Université de Virginie. Selon les autorités locales, 3 membres de l'équipe universitaire de football américain ont été tués, 2 autres ont été blessés. Le suspect, un étudiant et ancien membre de cette équipe, les aurait attaqués dans le bus qui les ramenait d'un déplacement en dehors du campus.
C'est le procureur général du New Jersey qui l'a annoncé. Google va devoir dédommager 40 États américains à hauteur de 379 millions d'euros. Le géant d'Internet était accusé d'avoir enfreint les règles sur la protection des données personnelles concernant les données de localisation de ses utilisateurs. Google affirme avoir depuis corrigé le problème.